Allô tout le monde, c'est Judith, je suis orthophoniste. Aujourd'hui, à Je suis un podcast, on reçoit Joanne, une pétillante sexagénaire qui a touché à différents domaines professionnels dans sa vie. Elle est bergère même durant l'été à Montréal en plus, ce qui est un fait assez inusité, merci. Elle va nous parler de son expérience du bégaiement à travers les années, étant née dans les années 50, et de l'importance que les arts ont eu dans sa vie pour son équilibre et son épanouissement personnel et professionnel. Bonne écoute à tous et toutes! Allô Judith! Allô Geneviève! Aujourd'hui, à Je suis un podcast, on reçoit Joanne Bouchard. Allô Joanne! Allô Joanne! Allô! On a connu Joanne parce que tu nous as écrit un courriel, je pense que c'était... Là, on est au mois d'août 2022 quand on enregistre, puis quand tu nous as écrit, c'était au mois de mars 2022. Puis c'était un super beau message suite à l'écoute de Je suis un podcast. Tu nous as écrit pour nous dire que de nous écouter, ça t'émouvait beaucoup, puis que tu aimais beaucoup notre podcast. Et c'est comme ça qu'on t'a connu. Même que dans ton courriel, c'était tellement beau qu'on a repris une de tes phrases et qu'on a demandé à notre graphiste de faire une image avec cette citation-là pour la partager sur nos réseaux. Et ça va comme suit. Je vais vous la lire. Donc, j'aime écouter vos podcasts, même si ça me fait pleurer parce que c'est tellement vrai ce que vous dites. Ça me fait du bien et curieusement, ça me donne un sentiment de fierté de bégayer. J'aurais jamais pensé ça de ma vie. Être fière de bégayer, faut le faire. Je ne bégaye plus aujourd'hui, sauf dans quelques cas, disons, plus fragiles. J'aurais voulu vous connaître quand j'étais plus jeune. Donc, on a trouvé ça vraiment, vraiment beau, puis on a cherché à te connaître, à te rencontrer. Puis on s'est vu aussi au congrès sur le bégaiement et le bredouillement qui a eu lieu à Montréal en mai cet été, donc en mai 2022. Et finalement, on t'a tellement aimé qu'on t'a invité à un événement en octobre prochain, donc qui aura lieu dans quelques mois, mais quand vous nous écouterez, donc quand l'épisode sera en ligne, ça sera probablement après cet événement-là. Et c'est la journée rencontre de l'ABC qui a lieu à tous les mois d'octobre. Et tu vas participer à un panel qui s'intitule 65 ans et plus, 2 points, parlez-nous du bégaiement. Donc, dans ce panel-là, il y aura 3 personnes âgées de 65 ans et plus, dont toi, qui nous partageront leur expérience de vie avec le bégaiement. Et pour que ton histoire rejoigne encore plus de gens, on t'a invité à Je suis un podcast. Oui, et donc pour terminer les présentations, Joanne, donc tu as 65 ans, bientôt 66, c'est bien ça? Effectivement. Et donc, tu es une adulte qui bégaie, tu es née à Charlevoix, tu as habité à Québec une bonne partie de ta vie et tu y habites encore, hein? C'est ça, tu es encore à Québec? Non, je suis T'es à à Montréal, ouais. Montréal. Ah, t'es rendue à Montréal! Montréal! Oui, Ouais, Montréal! Tellement, j'adore Montréal. Depuis combien de temps t'es à Montréal, Joanne? en 82. Je suis arrivée en Ah, 82. OK! Ah, mon Dieu, OK. Fait que tu as été à Québec une petite partie de ta vie en jeune adulte, puis après, tu as resté depuis ce temps à Montréal. Oui, Donc, tu as travaillé en communication graphique, en marketing, notamment pour la revue Reader's Digest, qui est une revue là, qui a été très, très populaire hein, dans les années 80-90. Là, c'était là. Même, c'était peut-être un peu avant aussi, là, mais ça a été une revue populaire, je dirais, dans
internationalement, là. Oui, 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 C'est ça. c'est mondial. Mhm. Alors, Tu as travaillé également dans le domaine des assurances. Tu as même été dessinatrice de mode pour Homme au Simons dans les années 80. Ça, c'est très cool. Tu pourras nous en reparler si tu veux. Puis tu fais du bénévolat, notamment cette année, tu es bergère pendant la belle saison, pendant l'été, au Parc Maisonneuve avec le projet Biquette. Donc, on pourra laisser les liens aussi. C'est vraiment intéressant de l'éco-pâturage là, à Montréal. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Mais en fait, veux-tu nous en glisser un petit mot de ce que tu fais présentement comme bergère? Oui, les moutons. alors, moi, j'ai choisi d'être bénévole au Biquette de Montréal parce que j'ai décidé de travailler 5 jours en 4 jours et puis que la journée qui serait libre pour moi, j'allais faire ce que je voulais. Et je me disais que si je mettais rien sur mon horaire, je remplirais ce temps-là à passer la balayeuse, faire n'importe quoi d'autre que d'autres personnes pourraient mettre à mon horaire. Donc, tous les lundis matin, je vais au parc Maisonneuve et je vais rejoindre les moutons et qui dorment qui sont là-bas du 4 juin au 4 septembre. Et puis, donc, c'est de les amener dans le parc et de les faire prendre leur repas parce que dans le fond, ils s'occupent de tondre le gazon. Ils tondent au moins le 3/4 de la superficie du parc La Fontaine en même temps qu'ils Du parc déposent Maisonneuve? Du parc excusez, Maisonneuve? du parc Maisonneuve et Oui. et qui dépose de l'engrais de temps à autre. Donc, ça m'a fait voir le parc Maisonneuve d'une façon que je l'aurais jamais vu parce qu'on va dans les espaces où il y a pas beaucoup de chemin pour se promener. Donc, il y a vraiment des grands arbres et des vallons presque, on se penserait dans les alpages à un moment donné. Des bénévoles qui gardent les moutons, c'est tout du bon monde. Et les moutons, on les accompagne, donc on suit les moutons où ils veulent aller. Donc nous-mêmes, on est plus moutons que les moutons. Alors, Hey, mais C'est c'est un beau bien dit, ouais. projet, j'adore ouais, Tellement. ça! ouais. Très éco, tu sais, très environnemental, friendly, là, tu sais, qui vise à aller, aller chercher, aller diminuer l'action humaine pour aller valoriser l'action animale, si on veut. C'est vraiment Mhm. génial. Donc, pour commencer notre épisode, est-ce que tu aimerais, ben, j'aimerais, si tu veux, nous parler de comment, ben, où tu as grandi. Là, on a mentionné que c'est à Charlevoix, mais nous parler du bégaiement dans ton enfance, dans ta région, dans ta famille, comment c'était. Donc oui, je viens de la région de Charlevoix. On est une grande famille. On est tissé serré. On a eu évidemment, on a eu des défis dans le sens que dans une grande famille, l'argent est pas toujours là. Donc on a appris, la première chose qu'on a appris, c'est à partager. Puis aussi parce qu'on a toujours été conscient que d'être une grande famille, c'était une chance. Donc, si on connaissait quelqu'un qui était seul, il était bienvenu à notre table. Ce qu'on a appris jeune, c'est que s'il y en a pour 12 personnes, il y en a pour 14. La première chose que j'ai appris, c'est comment rallonger une sauce parce qu'il y en avait 3 ou 4 qui se rajoutaient. Mais ça, c'était pas grave. On a toujours été ouvert à avoir des gens chez nous, là. Donc, Ouais. donc c'est et puis on a quitté la région de Charlevoix pour déménager à Québec. Et puis c'est là que j'ai commencé ma première année au primaire. Et puis c'est là que j'ai aperçu que j'étais différente. Je savais pas que je bégayais avant de commencer l'école. Mais j'étais différente dans la classe, mais pas seulement à cause du bégaiement. J'étais différente à cause que j'avais un accent de la campagne, parce que j'étais plus grande que tout le monde, parce que j'étais habillée différemment. Donc, si les gens étaient surpris en me rencontrant,
je sais pas qu'est-ce qui flashait le plus fort dans ces éléments-là. Donc, je pouvais pas détecter nécessairement que c'était le bégaiement. J'ai dû en parler à mes parents parce que parce que évidemment, ils ont eu certainement des alertes des professeurs pour m'aider à, à améliorer ma situation. Mais ça m'empêchait pas quand même, même jeune, d'aller vers les autres, dans le sens que je me suis rapidement aperçue que les gens qui avaient aucun problème de différence pouvaient m'ignorer. Mais quand il y avait un nouvel élève qui arrivait dans la classe, j'allais vers lui. Quand quelqu'un pouvait avoir une apparence différente, j'allais vers lui. Quelqu'un qui avait un accent d'un autre pays. Donc, ça, j'avais un meilleur accueil de ces personnes-là. Une amie que j'ai été plus proche quand j'étais au primaire, c'était une fille qui était sourde. Donc, on était deux personnes différentes ensemble, mais on s'entendait bien. Puis j'allais vers les gens qui étaient gênés parce que je trouvais qu'il y avait besoin. Moi, j'étais curieuse de savoir pourquoi il était gêné. Mais c'est dans l'esprit de ma famille, c'est qu'on laisse pas une personne seule. Alors, donc, c'est dans le sens d'aller vers les autres. Ouais. Ce qui ressortait beaucoup de nos conversations avant l'enregistrement, c'était que ta famille semble être un milieu très inclusif. Puis vous êtes beaucoup aussi. Donc, puis vous semblez être proches. Et de ce que j'ai compris, en tout cas, tu me corrigeras si c'est pas le cas, mais que ta famille, c'est vraiment une force pour toi. Puis quand tu as grandi, c'était une force pour ton bégaiement aussi. Dans le Ben, sens que tu sentais pas que eux, ça les dérangeait. j'ai jamais eu de commentaires comme quoi je bégayais. Peut-être une fois, puis j'ai ri avec tout le monde. On était en auto, puis je chantais, puis ça m'a pris un petit bout de temps avant de réussir à commencer la chanson. C'était Vive la Canadienne, mais le vive, 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 vive la Canadienne. Ça m'a, tout le monde est parti à rire, puis moi aussi, parce que je trouvais que c'était drôle. Mais j'ai jamais senti de commentaires désobligeants de ma famille. De toute façon, on l'aurait su. Ça ne se fait pas. Alors, Hmm. donc, tout le monde, quand on est une grande famille, on, il y a toutes sortes de personnes, de personnalités. Tout le monde ont des défis à relever aussi, qui sont peut-être pas le bégaiement, mais qui sont autre chose, puis on doit les accompagner. Puis, tu sais, la chose la plus importante, c'est que on respectait, on se respectait l'un et l'autre. Puis il n'était pas question de ridiculiser quelqu'un de la famille parce il y avait une différence. Alors ça, c'est vraiment comme ça qu'on a été. En fait, c'est comme ça que moi j'ai compris qu'est-ce que c'était que d'être dans une société. Alors, c'est comme ça que ça fonctionnait. Il fallait se respecter. Hmm. Ah, c'est Est-ce que intéressant. c'est quand t'as quitté, ben pas quitté, mais quand t'as grandi, que t'étais un peu plus vieille, t'as commencé l'école primaire, secondaire, puis t'as dit tantôt que c'est là que t'as senti que t'étais différente. C'est aussi à ce moment-là, si je me trompe pas, que t'as eu tes premières thérapies
orthophonique? Oui, j'ai Parce que je pense que c'est ta professeure qui avait parlé à tes parents, c'est probablement, ça? oui, mais on avait, c'est vers la 6e, 7e année, on m'avait parlé qu'il y avait deux choses pour régler mon bégaiement. Il y avait c'était une opération dans ma langue. J'ai jamais compris cette chose-là. Puis, Wow! et ou d'aller dans une école d'orthophonie. Ben, on n'appelait pas ça orthophonie dans ce temps-là. Mais comme dans le temps, aller à l'hôpital, c'était payant, puis qu'on était 13 enfants, pour moi, il n'était pas question que j'aille à l'hôpital. Attention, on rappelle que tout ce qui touche les opérations pour la langue, la fréquentation d'établissements hospitaliers dans le cadre scolaire, comme Joanne a mentionné, se regarder dans le miroir en ayant l'air fâché, ça, vous allez voir, Joanne va l'expliquer dans quelques secondes. Donc, tout ce genre de choses-là, ça reflète des types de traitements selon les croyances de l'époque sur le bégaiement. Ce n'est plus du tout à jour, pas du tout recommandé en fonction de ce que l'on sait aujourd'hui sur le bégaiement ou ce qu'on sait aujourd'hui sur les interventions en bégaiement. Donc voilà, bon, sûrement que la plupart d'entre vous le saviez déjà, mais comme on dit, une personne avertie en vaut deux. Donc voilà, de retour à Joanne. J'ai choisi d'aller au Centre de Louis de la Parole à Québec. C'était intéressant parce que euh, j'avais les vendredis après-midi de congé. Alors, donc, j'allais au Centre de Louis de la Parole. Par contre, j'en ai pas retenu grand-chose. Ce que je me souviens principalement, c'est que j'avais des exercices de me regarder dans le miroir puis de faire comme si je me fâchais. Alors, j'ai jamais été capable de le faire. Me regarder dans le miroir et me fâcher après moi-même pour peut-être dépasser le seuil où je bégaye en me regardant moi dans le miroir. J'avais des frères et des sœurs, je pouvais m'engueuler avec T'avais pas besoin de le faire tout seul. J'avais comme le choix, là. Donc, je trouvais Avec que qui je vais m'engueuler aujourd'hui? non, mais c'est des interactions avec des gens, j'en manquais pas à la maison. J'en manquais pas. Par contre, quand on est la plus jeune d'une famille de 13, ce qu'on apprend, c'est à parler plus fort que les 12 autres pour se faire entendre. Donc, j'ai trouvé que ces exercices-là, je me souviens même pas combien de temps je suis allée, mais j'ai pas été intéressée à y retourner. Mais j'avais retenu le fait qu'il fallait se pratiquer. Puis ce il fallait aller vers les occasions où j'avais un défi à relever, puis où ça pouvait être difficile de parler à quelqu'un, soit que j'étais gênée, soit que c'était une demande folle. Donc, à l'école, si quelqu'un était gêné pour aller acheter quelque chose au magasin avec deux piastres en scène noire et était gêné de faire ça, je disais, ah, t'es gêné? Je vais l'essayer, moi, je vais le faire. Même, Ouais, c'est ça. alors je faisais ces choses-là. Il m'en vient pas d'autres, mais ça, il y a rien il y a rien que j'ai pas essayé. Alors, donc, c'est, il y a rien que j'ai pas essayé, entre autres que évidemment, on sait que les gens qui bégayent ne bégayent pas quand ils chantent. Donc, en 7e année, j'ai décidé de montrer des chansons à la classe. Ah, Bon, wow! mais, mais, mes copains et copines de classe trouvaient ça plus ou moins intéressant. Mais j'ai fait quand même l'exercice de le faire parce que j'ai
je voulais peut-être inconsciemment, je voulais leur démontrer qu'en chantant, je ne bégayais pas. Mais Ouais. alors, mais ça n'a pas duré très, très longtemps, mais au moins, j'ai relevé ce défi-là. Donc, le Centre de l'eau et de la parole m'a fait comprendre que je devais me donner des petits défis pour pour être capable de les relever. Puis, Hmm. avec le temps, ce qu'on voit, c'est quand on relève un défi et puis qu'on réussit, ben c'est du renforcement positif et ça nous donne confiance pour essayer autre chose une autre fois. Puis Hmm. après ça, on s'aperçoit que euh, évidemment, plus on relève des défis et plus on réussit, ben plus on s'encourage à continuer. Puis en fait, on peut pas non plus, on peut pas non plus toujours penser que il y a une fin heureuse, mais mais ce qu'on apprend, c'est ah la prochaine fois, je vais approcher ça d'une manière différente. Puis de Hmm. toute façon, on peut pas se comparer avec d'autres. D'ailleurs, j'ai toujours détesté la compétition et la comparaison parce que parce que dans mon cas, si on avait une présentation orale à faire, j'étais perdante d'avance. Mais j'ai toujours relevé des défis par rapport à moi-même. Si j'avais réussi d'une certaine façon, j'étais capable de le réussir d'une autre façon. J'étais j'étais très attentive à ces choses-là. Ça, ça m'a permis d'aller vers les gens. Ça m'a permis de voir que ceux qui étaient perturbés par ma façon de parler ou même ma façon d'être, ben, ils étaient pas qu'ils étaient pas intéressants, mais s'ils étaient pas intéressés à moi, ça valait pas la peine que, que je, que je continue dans ce sens-là. Parce Hmm. que, Ouais, que tu mets de l'énergie là-dedans. ouais, ouais. Alors, c'est donc, donc, c'est certain que d'avoir montré des chansons à la classe, ça m'a appris des choses pour moi-même. Mais mais heureusement, ma famille était toujours là pour m'encourager. Puis je leur disais ce que je faisais. Puis puis ils me laissaient toujours libre de continuer ou de cesser si c'était pas si c'était pas supportable. Hmm. Euh, je trouve que ce qui ressort de ce que tu dis, c'est une grande affirmation de soi-même. Puis ça me fait penser à une chose que tu as dite dans une de nos conversations avant, que ta famille t'a appris à faire une place pour toi, même quand il n'y en avait pas. Hmm. Ce qui est super beau, je trouve. Puis quand on bégaye, qu'on est différente pour plein d'autres raisons, de faire une place pour soi, puis de s'affirmer, c'est tellement important et pas facile à faire non plus. Quand Ben, tu c'est ça. Puis étais à l'école, ouais, vas-y. dans les familles nombreuses aussi, c'est pas évident parce que, Mhm. tu sais, je veux dire, il y a de tous les âges. Des fois, tu sais, les enfants, c'est. Il y a un enfant qui a 5 ans, mais l'autre a 17, là, tu sais, dans le sens que, je sais pas dans ta famille, Joanne, mais tu sais, ça joue du coude. Puis, tu sais, c'est ça, prendre sa place, tu l'as vécu, toi, Mhm. pour vrai, là, tu sais, dans ta famille, c'est Mm, pour un enfant, c'est comme son espace numéro un de vie, là, tu sais. Fait que c'est ça, c'est une école en soi, ça, tu sais. Mais ça, Mhm. Puis tu sais, la façon que les personnes vont interagir avec le bégaiement dans leur vie, c'est complexe, là. Ça vient ben, de la personnalité, du tempérament, de la famille, de plein de choses que tu as vécues. Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses en toi, puis dans tes expériences qui t'ont emmené à être capable de dire, ben, si ces gens-là me regardent croche ou je sais pas quoi, ben, c'est pas grave. Tu sais, je vais juste laisser passer puis parler à d'autres. mais
mais ça paraît peut-être, c'est en fait, dans ma famille, ça jouait du coude, pas tant que ça, parce on était très, très proches. Mmh. C'est en sortant de la famille qu'on joue du coude. Parce Mmh. que parce qu'on n'est pas on est nouveau, on est dans des situations que nous-mêmes on connaît pas, donc on est toujours comme sur un fil de fer. Donc, Mmh. c'est vraiment, c'est vraiment le comment je pourrais dire ça? C'est vraiment l'interaction avec des inconnus qui est le plus difficile. Parce que Mmh. l'inconnu, face à nous, a des réactions, heu heu, des réactions qui sont pas toujours souhaitables. Dans des choses quotidiennes, c'est répondre au téléphone quand tu bégaies. Mmh. Heu, bon, OK, c'est, déjà répondre au téléphone, tu sais pas qui va téléphoner, tu sais pas qui t'appelle, puis tu peux même pas te préparer. Donc ça, c'est un défi que je suis pas la seule à avoir, à à à qui a fait face à ces choses-là. Mmh. Heu, Eh oui, té complètement. téléphoner pour offrir ces services. Quand on Mmh. cherche un emploi, la per c'est certain que quand on bégaie, on se fie beaucoup à l'expression de la personne qu'on regarde. Euh, Parce que si on ne la voit pas, on ne sait, on- il nous manque un élément pour savoir comment se comporter. Mmh. Parce on n'a pas de signal sur un téléphone. Mais maintenant, oui, là. Mais à l'époque, on n'a pas de, on, on voit pas si la personne roule des yeux pour dire c'est long. Euh, Mmh. on sait pas, on sait pas s'il se bouche les oreilles, on le sait pas. Donc ça, c'est un défi qui est vraiment difficile. Ce qui est difficile, c'est qu'il y a des périodes de l'année où on est plus fatigué. Et moi, en novembre, je bégaye tout le temps. Je sais pas pourquoi, Mmh. mais en novembre, c'est comme peut-être que j'ai toujours des automnes très chargés, mais cette époque-là, j'ai toujours plus d'occasions de bégayer. Alors, mais Ah, c'est intéressant ça. Est-ce que tu trouves que c'est dans les dernières années ou tu dirais quand même de manière générale dans ta vie, ça, durant les mois d'automne ou novembre plus particulièrement, il y avait plus de bégaiement? c'est en général, c'est comme Hmm. ça, ça a toujours. En fait, je, je déteste pas le mois de novembre, mais je déteste bégayer en novembre. Hmm. Ouais, mais c'est un mois qui est, reconnu pour la dépression, tu sais, où tout est un peu plus lourd, difficile, il commence à faire noir plus tôt, on est fatigué, il commence à faire froid. Fait que souvent, même les personnes qui bégayent pas, c'est un mois plus difficile. Quand on a le bégaiement en plus, ben, on a comme moins d'énergie pour vivre ça, tu sais, Ouais. qui peut être un défi, là, on s'entend. Mhm. Fait que ça peut être plus lourd quand on bloque, on peut bloquer plus ou avoir plus de, dysfluidité parce qu'on est fatigué. On peut avoir le même bégaiement qu'avant, mais réagir plus, trouver ça plus lourd, tu sais. Hmm. Ouais, je pense novembre puis janvier, hein, ça se peut-tu? Novembre et janvier, c'est 2 mois difficiles, je pense, dans l'année. Ou en tout cas, dans la latitude dans laquelle on se trouve, là, au Québec, entre autres, là, tu sais, que c'est nos mois d'automne, puis retour des fêtes, en tout cas. Ouais. Mais c'est intéressant, c'est la première fois qu'on nomme ça dans un des épisodes. C'est Mmh. intéressant. Mais il y a quelque chose, par contre, qui a eu une grande influence dans ma vie sur l'acceptation de ma différence. C'est que au secondaire, j'ai j'ai eu un cours d'art plastique pendant 5 ans et la professeure que j'ai eue, Claudette Quentin, a été merveilleuse parce Hmm. que dans dans le local d'art plastique, j'étais dans mon monde. On n'avait pas besoin de parler, mais on avait besoin on dessinait et personne n'était meilleur que d'autres. Mais chaque personne faisait un dessin différent
et c'était bienvenu d'être différent. Mmh. Donc, ça m'a, ça, l'art pour moi au secondaire, ça a été comme libérateur parce que euh, on, on accepte la différence, puis même que c'est bien vu d'être différent. Eh Mhm. ouais, wow. Donc ça a été vraiment quelque chose quelque chose de très fort. J'oublierai jamais ce professeur-là et j'oublierai jamais ce cours-là. De toute façon, au secondaire, si j'allais à un cours qui était un peu plate où je connaissais bien la matière, ben j'allais en douce dans le local d'art plastique. Puis les professeurs le savaient que j'étais là. Ils disaient, OK, là, c'est un cours important. Allez chercher Joanne au local d'art plastique. Ah ouais, Mhm. c'était comme ton repère, tu sais, c'était là Oui, que... oui. Mmh, Alors, wow. ça, c'est quelque chose de merveilleux, puis qui probablement m'a aidé. Euh, Ouais, Tant que je puis, sache. tu sais, les enseignants, on le dit, on l'aurait dit, hein, tu sais, la place que les enseignants, enseignantes peuvent avoir dans la vie de certains Mhm. élèves. Si ce n'est pas tous les élèves, mais à différents niveaux, à différentes années, là, qu'il y a Mhm. un prof qui nous a marqué, qui nous a aidé, qui nous a dit telle chose. Donc vraiment, on la salue, Claudette, si jamais Oui. elle, elle écoute aussi. Mmh. Donc, Joanne, j'étais curieuse de t'entendre par rapport à ça dans les années 60, 70, 80. Comment tu sentais que le bégaiement était perçu dans la société par rapport à ce que tu as vécu, ce que tu voyais? Comment le bégaiement était perçu selon toi? Ben, pour vous dire, c'est que je répète que j'étais dans le domaine des arts. Donc, la parole n'était pas si importante que ça. Mhm. C'était l'art qu'on produisait. Alors, c'était la recherche qu'on pouvait faire. Donc, je peux pas, les cours que j'ai faits au cégep puis à l'université, euh, tout le monde était passionné par ce domaine-là. Donc, j'ai pas senti que ça, je ne côtoyais, je connaissais personne qui bégayait. Et Hmm, puis, et puis deux, le bégaiement n'avait aucune incidence sur mon travail d'école. ouais, Alors, OK, je comprends. donc c'est vraiment une chance que j'ai eue parce que mais j'étais dans un domaine où j'étais bien. Alors, pas que je suis une grande artiste, mais que je faisais des choses que j'aimais et tout le monde aimait faire ces œuvres-là. Euh, Mhm. donc dans cette époque-là, j'ai pas eu. Si j'avais voulu être un orateur, j'aurais eu de la misère, mais Ouais, c'est pas ça. dans ce domaine-là. Puis je pense aussi tout l'impact positif que ta famille a eu sur te supporter. Comme tu disais, ton espace à la maison, ça jouait pas ton discours, c'est en sortant de la maison. Fait que ça aussi, je pense, ça Ouais. a joué sur ton identité de ta confiance aussi, puis la force que tu as, tu sais, par rapport à ça, ça provient vraiment de ta famille. Puis Ouais. Mhm. après ça, ben, que tu as pu prendre les choix qui te correspondaient vraiment, tu sais. Tu aimais les arts, tu as été vers ça. Donc, oui. C'est rassurant, je trouve, de savoir que dans le milieu artistique, t'as pas senti ça. Parce que j'ai toujours pensé que les arts, c'est une super belle porte d'entrée pour avoir un impact sur la société, tu sais. Hmm. Puis Mhm. souvent, on voit qu'il y a des personnes qui bégayent, il y a tellement, comme je pense entre autres par la musique, par la peinture, il y a un artiste, là, je m'éloigne un peu, je me souviens même plus de son nom. Il y a un artiste qui bégaie, qui fait de la musique un peu comme du rap, puis il y a du bégaiement dans ses chansons, puis tu sais, c'est tellement riche, comme je trouve que l'art, ça permet de voir quelque chose d'une autre façon,
c'est inclusif. Il y a dans la littérature aussi, Gilles Mhm. Deleuze qui disait que le bégaiement était la plus haute forme de poésie, tu sais. Ça permet vraiment de regarder les choses sous un autre angle. Puis moi, je suis convaincue que l'art permet au bégaiement, puis à plein d'autres choses, de comme faire sa marque Mhm. positivement dans la société. Je trouve que c'est ce qui Vraiment. ressort de ton discours, Joanne. Vraiment. Puis comme dernière question qu'on voulait te poser, Joanne, si tu avais un message à partager aux gens qui nous écoutent, aux gens qui bégayent, ou à leur famille, aux parents aussi de personnes qui bégayent, à propos du bégaiement, ça serait quoi? Ben, le bégaiement m'a appris beaucoup. Il m'a appris à faire face à la vie, même si on pouvait rire de moi, même si j'avais un accent qui était différent des autres personnes, même si je pouvais m'habiller de toutes les couleurs possibles, même si je pouvais marcher sur les mains, ça m'a permis Ça, c'est de... vrai, ça, que tu marchais ses mains, ou c'est juste une figure de style, là? Non, je suis pas capable, mais Ouais, j'aurais mais aimé ça. je comprends. L'idée, c'est que, tu sais, peu importe comment tu te présentais, on est tous Oui, différents, c'est ça. ben oui, mais en fait, j'ai pas de recette d'autre que pour moi, le bégaiement m'a rendue plus forte. Ça, si j'avais pas bégayé, j'aurais pas été ce que je suis aujourd'hui. Hmm. Grâce à cette force et des défis que j'ai relevés, des défis toujours en comparaison avec moi-même, pas en compétition avec les autres parce que on peut pas se comparer avec une autre personne qui est totalement différente de nous. Ça m'a appris à me féliciter des petites victoires que j'avais. Hmm. Euh, Ouais. c'est qui était pas si grande que ça pour n'importe qui, mais pour moi, ok, je l'ai eu. Puis la prochaine fois, ça me donnait des trucs. Je dis, ok, la prochaine fois, je vais faire ça autrement. Puis, Ouais. Hmm. puis pour, tout simplement pour m'améliorer, tout simplement pour être contente de moi avec des petites choses. Puis, puis je le sais que je suis pas parfaite, mais heureusement. Ben Parce oui, que complètement. quand Puis personne quand n'est on, parfait, hein? Heureusement, Tu sais, c'est quel piège, la perfection, quel ben grand oui, piège. Hmm. ouais, mais il y a un livre là-dessus, hein, le Oui, piège du bonheur. ouais, Le- c'est la thérapie d'acceptation et d'engagement. C'est beaucoup. Ah! Ouais, Oui, on en a parlé dans un autre épisode, mais ouais, on pourra on quand pourrait même mettre le mettre dans les oui, le mettre ressources. dans les références. Oui, complètement. mais en fait, la chose la, la plus intéressante, c'est que je constate que ma différence m'a aidé à accomplir plus de choses que je ne l'aurais fait si j'avais pas bégayé. Hmm. Euh, ça- Ouais. aller vers les autres, faire des choses nouvelles, puis Mhm. puis de ces choses-là, j'en ressens une certaine fierté parce que pour moi, c'est rendu habituel. Puis pour d'autres, encore aujourd'hui, ils, ils, me, ils me félicitent d'être capable de faire face aux choses. Et en plus, il avoue qu'ils ne seraient pas capables de le faire. Mais on n'est pas capable de le faire quand on commence quand on commence à bégayer, mais on est capable de le faire 60 ans après assez facilement. Hmm. Donc, mais ça, c'est quelque chose que je trouve qui est le plus important. C'est Ouais. de pas se comparer aux autres, mais de se comparer à soi-même et d'observer les pas, les pas qui nous font avancer, puis qui fait que, évidemment, faut finalement finir par s'accepter. Puis, Ouais. Mhm. puis Ouais. ce que je trouve avec ABC Communication, c'est que je trouve merveilleux de rencontrer d'autres personnes qui ont passé par là,
si mon expérience peut donner confiance à d'autres personnes qui vivent ça présentement difficilement, il y a une place pour tout le monde sur Terre, peu importe ce qu'il fait, peu importe qui il est. Puis ça, il faut juste trouver, il faut juste être patient, mais il faut aussi être indulgent envers soi-même. Ça, c'est le plus important. Parce que si on ne se pardonne pas à nous, on sera jamais content. Jamais, jamais, jamais. Mais mon Dieu, mais Vraiment je suis bien tellement dit. d'accord. Merci Ouais. beaucoup, Joanne. Un grand, grand merci Ouais. pour ta présence aujourd'hui avec nous. Ben, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir si ça peut aider. Je viens de me rappeler, le nom de l'artiste que je parlais tantôt, c'est Jérôme Ellis, puis dans son nom, c'est comme j'ai bégayé, mais c'est parce qu'il y a un bégaiement dans la façon qu'il écrit son nom. C'est J. Donc, il y a 5 J à Jérôme. Puis Ellis, ben ça, il n'y a pas de bégaiement, c'est moi qui ai bégayé. Puis c'est un artiste qui bégaye et qui inclut le bégaiement dans sa musique de différentes façons. Il y a un son un peu jazzy. Fait que je vais mettre ça dans les références. Oui, Tellement, oui, tellement. On va oui. écouter ça. Jérôme Ellis. Wow. Jérôme. Ouais, Jérôme Ellis. Hey, ben, merci à toi, Joanne. Merci beaucoup. Ben, Oui, merci à vous. Salut, c'est encore nous. Je voulais juste vous dire que Je suis un podcast. C'est produit par l'association Bégaiement Communication, qui est un organisme communautaire. L'association Bégaiement Communication vise à soutenir les personnes qui bégayent pour favoriser leur épanouissement personnel, social et professionnel. Pour en savoir plus sur ces services, consultez le abcbégaiement.org ou encore suivez-nous sur les réseaux sociaux sous le nom ABC Bégaiement. Bye!